Donc, comme il était programmé, hein, nous avons une conférence avec un conférencier, Alain Ruscio, qui va nous parler de la période coloniale de la France, mais je vous avertis, il va partir de loin, hein, voilà. Pour arriver jusqu'à, comme je l'ai dit ce matin, notre Assemblée Générale jusqu'aux accords d'Évian, avec peut-être qu'il va tracer un petit focus particulier sur la place de la CGT, le rôle de la CGT dans la dernière période, de la période pré-post-coloniale, on va dire. Voilà. Je présente quand même Alain Ruscio, même s'il est largement connu malgré nous, parmi nous, hein, donc historien, spécialiste quand même du colonialisme français, qui a énormément œuvré sur le colonialisme en Asie du Sud-Est, en Indochine, et sur les guerres coloniales en Indochine, mais qui a aussi fait un très très gros travail sur la colonisation en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie. Alain Ruscio me disait ce matin que son premier ouvrage a été publié par son deuxième ouvrage a été publié par l'IHS-CGT. Voilà. Donc, pour dire que ça fait très longtemps qu'il collabore avec nous, et nous en sommes ravis. Je voudrais parler quand même de ses dernières publications, une qui pas très récente, mais qui a beaucoup marqué. C'est Les communistes et l'Algérie, des origines de la guerre d'indépendance 1920-1962. Et puis, un de ses derniers ouvrages que je conseille particulièrement, et notamment pour la lecture des jeunes, parce que c'est un ouvrage très très original, mais qui est passionnant et qui est d'une facilité à lire, puisque ce sont uniquement des petites histoires. Hein. C'est Histoire ordinaire et extraordinaire à des temps des colonies. C'est un ouvrage qui est vraiment passionnant et qui est très très... je trouve... je conseille particulièrement aux jeunes, moi, voilà. Et puis il m'a donné son dernier ouvrage, que l'on n'a pas, parce que c'est un gros producteur, hein, qui s'appelle Regard français sur l'islam, des croisades à l'ère coloniale. Hein, voilà. Comme il me disait, il a embrassé une période très très longue. Voilà. Mais sans attendre, je vais y donner la parole, donc à toi, Alain. Merci, merci Gilbert. Bonjour. J'ai appuyé deux fois, donc... je bégaye sans doute, j'ai appuyé. Merci et bonjour à tous. Effectivement, lorsque les amis de l'IHS, d'ailleurs je dis les amis de l'IHS, j'en suis, hein, j'en fais partie, hein, m'ont proposé de présenter quelque chose à l'occasion de cette Assemblée Générale, plutôt que de proposer quelque chose sur la guerre d'Algérie, j'ai proposé un long voyage à travers l'histoire de l'Algérie coloniale, pour une raison qui est simple. D'abord, c'est un péché mignon des historiens de remonter toujours le temps et de chercher les racines. Et les racines de la guerre d'Algérie, évidemment, je ne vous apprends rien, sont à rechercher dans l'histoire antérieure, tout comme on ne comprendrait pas la Révolution française si on ne connaît pas les contradictions de la société féodale et les inégalités de la société féodale. Donc je vais commencer par un paradoxe, à savoir que la guerre d'Algérie n'a pas commencé le 1er novembre 1954, elle a commencé, vous allez voir, je suis très précis, le 14 juin 1830 à 4 heures du matin, lorsque le premier soldat français a posé le pied sur la terre algérienne au sein du corps expéditionnaire. Je rappelle que c'est la Restauration qui a envoyé le corps expéditionnaire en Algérie, puisque le 14 juin 1830, c'est 2 semaines avant les fameuses journées des Trois Glorieuses de juillet 1830, donc plus que ça, 5 semaines. Et donc ensuite, c'était la monarchie de juillet, Seconde République, Second Empire, Troisième République, Quatrième République, Cinquième République. Je crois qu'il y a eu 7 régimes différents qui ont colonisé l'Algérie. Elle a commencé le 5 juillet 1830, lorsque le corps expéditionnaire est arrivé dans la ville d'Alger, et que le maréchal de Bourmont, qui commandait le corps expéditionnaire, a fait la promesse formelle, solennelle et inaltérable, je cite le texte, de respecter la religion des Algériens, et que ce même général, maréchal, a immédiatement trahi sa parole en commençant à détruire des mosquées et en commençant à expulser des Algériens de leur terre.
Elle a commencé en 1836, quand le cri d'alerte d'un officier lucide, qui était et officier et noble, mais comme quoi on peut être lucide et humaniste quand on est officier et noble, qui s'appelait Edmond Pélissier de Reynaud, a dénoncé, 1836, a dénoncé le mépris de la part de ses compatriotes vis-à-vis des indigènes, comme on disait à l'époque. Citation de Pélissier de Reynaud, 1836, « Respectons ce peuple, faute de quoi nous perdrions l'Algérie, ce serait entre eux et nous une lutte incessante où la France dépenserait son sang et son argent et au final un abandon tôt ou tard de cette terre », 1836. Elle a commencé quand la France républicaine, y compris celle du Front populaire, c'est une chose dont on pourra parler dans la discussion, a jeté en prison le leader nationaliste charismatique Messali Hadj. Elle a commencé au printemps 1945 à Sétif et dans le Constantinois, quand les Algériens furent fauchés par milliers pour avoir eu l'audace de de brandir le drapeau vert et blanc qui deviendra ensuite celui de la nation. Donc, spécificité de cette histoire de l'Algérie coloniale, cette spécificité est double. D'une part, la longueur, donc je vous rappelle, 1830-1962, 132 années d'histoire, à comparer à un siècle en Indochine, ce qui est déjà beaucoup pour les autochtones, à comparer aux 75 ans en Tunisie, à comparer aux 44 ans au Maroc, à comparer aux 25 ans dans les mandats du Levant. Donc 132 ans. Deuxième spécificité, c'est le fait que c'était, on va mettre de côté la Nouvelle-Calédonie Kanaki, mais c'était la seule colonisation de peuplement, puisqu'il y a eu en moyenne entre un Français sur 5 et un Français sur 10, un Européen d'ailleurs, j'aurais précisé, entre un Européen sur 5 et un Européen sur 10, qui étaient par rapport donc aux autochtones, qui étaient sur cette terre. Donc à la veille de la guerre d'indépendance, c'était à peu près une proportion de 1 pour 9, mais c'était quand même 1 million de Français qui pesaient d'un poids important dans les décisions de l'État, et donc qui ont eu en permanence, en tout cas la majorité d'entre eux, un rôle de frein et d'opposition à toutes les possibilités de réforme. Cette guerre, oui, on peut parler de cette première guerre d'Algérie, a opposé donc une armée française surpuissante. Je vous rappelle les dates, 1830, on est 15 ans après Waterloo, 15 ans après la défaite de la Grande Armée. Il y a donc encore des vétérans de l'armée napoléonienne qui sont dans le corps expéditionnaire français qui débarquent en Algérie. Et donc face à cela, il y avait essentiellement des tribus qui certes ont été unifiées par l'émir Abdelkader, mais qui n'avaient pas les mêmes capacités d'armement, et donc il y avait une sorte de disproportion des forces, et malgré cela, ce que beaucoup d'historiens, et j'en suis, appellent la première guerre d'Algérie, a duré 17 années, entre 1830 et la reddition dans l'honneur de l'émir Abdelkader, décembre 1847, et c'est donc passé 17 années, donc ce qui prouve, à contrario, en quelque sorte, le fait qu'il y avait, certains disent une nation algérienne avant, certains disent des rudiments de nation qui se sont progressivement solidifiés autour de la résistance, en tout cas ce qui prouve que le peuple algérien n'a pas baissé les bras, et je vous rappelle que cette lutte de résistance contre l'occupation, contre la conquête française, a été extrêmement meurtrière, puisqu'on considère qu'au terme de la conquête, qui d'ailleurs s'est pas arrêtée en 1947, puisqu'après eu la révolte de Kabylie en 1870, mais en tout cas, bon, au terme de cette conquête, il y avait à peu près le quart de la population algérienne qui avait été éliminée, soit par les combats, soit par les maladies. Un exemple très simple, c'est que, par exemple, le choléra n'existait pas en Afrique, d'une façon générale, avant la conquête française. Ce sont des colons français qui ont importé, évidemment, à leur corps défendant, le choléra. Donc il y a eu des famines, il y a eu des épidémies meurtrières qui ont tué plusieurs centaines de milliers d'Algériens. Donc, à un certain moment, un terme a même été employé par des partisans du parti colonial, qui était le terme d'extermination du peuple algérien, soit comme conséquence de la conquête et de la colonisation,
puisque je vous rappelle que le mot colonisation a deux sens en histoire. D'une part, la domination d'un pays sur un autre, avec le drapeau et les tribunaux, les gendarmes, l'État français qui domine, mais d'autre part, colonisation des terres. Et la colonisation des terres a été un phénomène quasi immédiat, et l'immense majorité des terres fertiles ont été accaparées par les colons qui étaient envoyés par l'État français et qui donc ont souvent d'ailleurs transformé les anciens propriétaires en ouvriers agricoles. Donc l'extermination a été soit un but, mais c'était vraiment une minorité, puisque la grande majorité des colons et des administrateurs et des militaires n'avaient pas comme ambition d'exterminer la population, soit comme conséquence. Il revenait à Jules Verne de donner un nom à ce phénomène, le progrès. Citation de Jules Verne, 1880, je crois que c'est un ouvrage posthume. C'est la loi du progrès, les Indiens disparaîtront, etc., etc. Un jour peut-être, les Arabes seront anéantis devant la colonisation française. Était-ce un souhait? Était-ce une constatation? En tout cas, c'était quelque chose qui était dans l'air au terme des 3, 4, 5 premières décennies de présence française. Donc la politique française a été d'attirer les colons pour distribuer donc, les terres. Une particularité d'ailleurs, c'est que ce qu'on a appelé la colonisation française était en réalité, au moins pendant les 20 ou 30 premières années, une colonisation européenne, puisque les paysans français, ou les ouvriers d'ailleurs, ou les artisans, commerçants français, bougeaient très peu. Et finalement, les premiers, massivement en tout cas, les premiers colons ont été des Espagnols, des Italiens, des Maltais, et jusqu'aux années 1850-60, à l'intérieur de la population européenne, les Français étaient minoritaires. Je vais très vite sur la résistance, j'en ai parlé. Donc, face à cela, donc la résistance, cette résistance donc a été de deux types. Donc la résistance armée dont j'ai parlé, ou épisodique, mais également la résistance politique dont je parlerai plus tard, qui viendra seulement à partir du XXe siècle. Face à cela, il faut savoir que la politique de répression de la France républicaine, non pas républicaine, c'est la monarchie de Juillet, donc monarchique, à l'époque, a été extrêmement rapide et extrêmement violente. Par exemple, parmi les magnifiques produits d'exportation de la civilisation française en Algérie, il y a eu la guillotine. La guillotine a été utilisée dès 1843. Et donc il y a un texte assez célèbre que si vous avez dans votre bibliothèque le livre de Victor Hugo qui s'appelle Les choses vues, où Victor Hugo notait des impressions, c'était pas destiné à la publication, c'était publié à titre posthume, mais dans Les choses vues, Victor Hugo décrit la chose suivante, il dit sur le port d'Alger, je vois des caisses arriver, et au fur et à mesure on ouvre ces caisses, les curieux s'agglutinent, regardent de quoi il s'agit, et lorsqu'on ouvre la dernière caisse, on s'aperçoit que c'est la lame d'une guillotine. Et Victor Hugo écrit, c'est la civilisation qui est arrivée en Algérie sous la forme de la guillotine. Victor Hugo, 1843. Donc faut-il parler de bilan de la colonisation française? Le terme bilan est toujours un petit peu délicat à manier et d'une façon générale pas forcément très utilisé par les historiens, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de moment de l'analyse, mais en tout cas pour essayer de voir les choses un petit peu en kaléidoscope. Alors dans le domaine du bilan, la première chose qu'il faut dire, et je reviens là-dessus, c'est la colonisation des terres. Donc l'immense majorité, et ça a été tout à fait confirmé au fil des décennies, l'immense majorité des terres a été accaparée par les colons européens, avec la particularité que la première période est une période de petit colonnat, c'est-à-dire de gens de modestes conditions. D'ailleurs, toute la saga Pied Noir autour de un petit peu l'image du colon laboureur, le colon laborieux sur les terres ingrates, toute cette saga a existé et a été réelle, et pendant toute une période, effectivement, c'était des petits colons qui ont été souvent fauchés par la maladie et qui ont été évidemment dans des conditions d'insécurité, puisqu'évidemment, après même la reddition d'Abdelkader, il y avait en permanence une insécurité, si bien
que ce que j'ai appelé la culture de la milice, c'est-à-dire le fait que les colons étaient tous armés et que les colons considéraient que tous les Arabes, on disait Arabes, d'ailleurs il y avait beaucoup de Kabyles autour d'eux, étaient potentiellement dangereux. Eh bien cette culture a été très très ancienne, puisque dès le général Bugeaud, il demandait, qui est devenu maréchal après, qui demandait à ce que les colons soient tous armés. D'un certain point de vue, c'était un petit peu les ancêtres des milices européennes de la guerre d'Algérie, même de l'OAS. Donc accaparement des terres, bon, j'ai des chiffres dont je vous dispense, mais que je pourrais mettre à la disposition des organisateurs s'ils veulent mes notes. Dans le domaine des droits politiques, il y avait incontestablement deux sociétés juxtaposées, la société de ceux qui avaient les droits et de ceux qui étaient dépourvus de tout droit, le code de l'indigénat qui permettait à des administrateurs sans procès de condamner à la prison, parfois des prisons lourdes, les indigènes, et puis le fait que les 10 indigènes avaient, à part quelques caïds qui étaient choisis par les autorités, à part quelques caïds, les 10 indigènes n'avaient absolument aucun droit. Citation d'un journal qui n'avait absolument pas la réputation d'être révolutionnaire, je cherche la date, le journal Le Temps, je vais l'avoir quelque part, la date je vous la donnerai, en tout cas c'est début du XXe siècle, Le Temps, non pas l'OTAN, Le Temps, le journal écrit la chose suivante: les Français sont en minorité infime, les indigènes en majorité énorme. Quels sont les droits de ces minorités infimes? Absolus. Quels sont les droits de ces majorités énormes? Nuls. On aura de la peine à l'admettre, mais ils sont complètement nuls. Il cite des chiffres à l'appui de cette affirmation. De ce point de vue, il y a une thématique qui court assez souvent dans les études historiques, c'est celle des occasions perdues. Y a-t-il eu des occasions perdues? Moi, je pense que non. D'abord, pour qu'il y ait eu qu'elles aient été perdues, qu'elles fussent perdues, on doit parler aux imparfait du subjonctif, il aurait fallu qu'elles existassent, si je veux finir bien ma phrase. Je vais en profiter pour boire un petit coup, parce que... Et donc en fait, il n'y a jamais eu d'occasion. Il n'y a jamais eu d'occasion. Et lorsqu'il y a eu des tentations, et non pas des tentatives, de réformes venant de l'État, c'est-à-dire venant de Paris, elles ont toutes échoué. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est celui d'un gouverneur général qui s'appelait Maurice Violette, qui était un radical, qui était qu'on pourrait appeler aujourd'hui un homme de gauche de bonne volonté. Voilà. Et il était pourtant, malgré cela, malgré ses options, il a été nommé gouverneur général de l'Algérie en 1927-28. Il se heurtait, il avait non pas l'ambition de révolutionner le système, mais l'ambition de le réformer, d'accorder quelques droits aux indigènes. Il s'est heurté à une opposition absolue, farouche, des Européens, la majorité des Européens d'Algérie. Maurice Violette écrit en 1931 un livre qui s'appelle « L'Algérie vivra-t-elle » Et moi je traduis « L'Algérie française vivra-t-elle » Et donc il tire la sonnette d'alarme, il dit à ses compatriotes, et en particulier aux politiciens français, il leur dit si vous ne procédez pas à des réformes, si vous ne procédez pas à des transformations d'une part sociale, mais même politique, et troisièmement dans le domaine des relations humaines au sein de l'Algérie coloniale, l'Algérie française va mourir. C'est l'ancien gouverneur général de l'Algérie qui écrit ça. Et évidemment, il n'est pas écouté. Deuxième exemple, et là, évidemment, c'est une occasion d'égratigner la gauche, mais on est là également pour égratigner tout le monde, c'est l'échec du projet Blum-Violette. Blum, je vous rappelle, donc président du Conseil du Front Populaire, et Maurice Violette, le même, qui était donc toujours radical, qui était ministre d'État, et qui propose une réforme amenant le droit à la citoyenneté de à peu près 25 000 Algériens. Et face à cette réforme qui était vraiment minimale, mais qui enclenchait quelque chose vers une possibilité d'expression politique des Algériens, face à cela, il y a une levée de bouclier. Le lobby, on peut pas vraiment parler d'un lobby colon
s'est élevé. Les maires d'Algérie ont signé une pétition, je crois qu'il y a eu une exception, mais les maires d'Algérie ont signé une motion disant qu'ils quittaient leur poste, tout simplement, une sorte de grève des maires, et ils ont fait des délégations à Matignon, etc. Le gouvernement français a reculé. Le gouvernement français n'a même pas proposé à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à l'époque, le projet Blum-Violette. Ce projet a été émorné littéralement. Voilà donc un des exemples, et il y en aura d'autres après sous la 4e République. Toujours dans le bilan, le rôle dans le domaine de la scolarisation. Vous savez sans doute que vous avez sans doute eu sous les yeux souvent des exaltations de la mise en valeur, de la scolarisation, voire même des photos de classe où on voit des petits indigènes qui sont à côté des petits Français. Il est hors de question de nier le rôle des instituteurs français qui étaient dans l'Algérie profonde, qui parfois même étaient dans le bled et qui étaient des gens extrêmement courageux. D'ailleurs, il y avait parmi eux des militants politiques et des taux de syndicalisation. Donc ces gens-là ne donnaient pas leur temps, etc. Mais ça ne doit pas cacher le bilan global de la scolarisation. Chiffre de 1930, au moment de ce qu'on appelait le centenaire de l'Algérie. Les Français ont fêté le centenaire de l'Algérie en 1930, comme si avant 1830, il n'y avait pas d'Algérie. Donc ils n'avaient pas dit le centenaire de l'Algérie coloniale, ils avaient dit le centenaire de l'Algérie tout court. Mais à ce moment-là, il y a eu une statistique faite sur les conscrits musulmans. 78,64% des conscrits musulmans étaient classés totalement analphabètes. On est en 1930, après un siècle de domination, analphabètes dans les langues arabes et françaises. Et il y avait 2,1% des mêmes indigènes qui savaient lire et écrire le français. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu un effort, bon je passe sur les chiffres, mais en gros à la veille de la guerre d'indépendance, il y avait à peu près 15% des enfants algériens, donc, appelons-les musulmans, qui étaient scolarisés. Donc ça veut dire que 85% étaient, où étaient-ils? Les petites filles étaient dans les filatures, les petits garçons étaient dans les rues. Vous avez sans doute vu souvent des images de ces petits garçons qui vendaient la presse, qui vendaient d'ailleurs la presse réac, dans les rues d'Alger ou d'Oran, qui ciraient les chaussures, qui vendaient les cigarettes à l'unité, etc. Bon, voilà, c'était ce qu'on appelait les yaouleds, les petits enfants du bled. Dans le domaine, bon, alors évidemment les filtres étaient énormes, j'ai plein de chiffres. Évidemment, tout cela amenait le fait qu'il y avait une formation extrêmement mince de ce qu'on peut appeler les élites indigènes. En 1951, sur près de 9 millions de musulmans, j'ai toutes les références à votre disposition, il y avait 78 avocats, 75 médecins, 36 pharmaciens, etc., une centaine de professeurs, d'officiers, etc. Dans les entreprises privées, sur 18 037 cadres, pour 18 037 cadres européens, il y avait 1322 cadres musulmans, soit 7%. Dans le domaine de la santé, bon, le rôle est là aussi, les choses sont en demi-teinte. Dans le domaine, le rôle des instituts Pasteur, le rôle des médecins du bled, qui était extrêmement important, la vaccination de masse grâce aux instituts Pasteur, etc., etc. Mais au total, pour la masse de la population, en 1956 encore, il y avait un médecin pour 5250 habitants en Algérie, en France 1 pour 1000, donc 5 fois plus en France. Mais il faut dire que 70% des généralistes étaient dans les villes, là où la population musulmane était extrêmement minoritaire. Je passe sur les... Dans le domaine du niveau de vie, il y a deux comparaisons possibles. La première comparaison, c'est celle des Européens d'Algérie avec celle des Européens de France, de métropole. Et dans ce domaine, il ne faut pas tomber dans les schémas, il ne faut pas tomber dans les clichés. En moyenne, les Européens d'Algérie avaient un niveau de vie très légèrement inférieur à celui des Européens de France, en moyenne. Il y avait donc parmi eux, d'ailleurs, vous avez suffisamment
Vous connaissez suffisamment l'histoire du syndicalisme pour savoir que dans cette population, il y avait des taux de syndicalisation importants. Chez les cheminots, chez les traminots, chez les postiers, il y avait une population pieds noirs, disons de petits peuples pieds noirs, sans être évidemment péjoratif. Et les colons étaient extrêmement minoritaires. À la veille de la guerre d'indépendance, il y avait à peu près 5% d'Européens qui vivaient directement du travail de la terre, ou qui faisaient d'ailleurs travailler les Algériens du travail de la terre. Donc le monde colon était très, très faible. Mais le monde colon était quantitativement très faible. Mais la seconde comparaison que l'on peut faire, c'est la comparaison à l'intérieur du même pays, qui s'appelle l'Algérie, c'est entre la population européenne et la population indigène, la population musulmane. Et là, dans ce domaine, la comparaison est absolument évidente. Il y avait des différences sociales absolues. Et lorsqu'on regarde les tableaux qui ont été peints de la misère de la population, qui se traduisait d'ailleurs entre parenthèses par une immigration de masse, c'est une chose dont on pourra parler tout à l'heure, la misère de la population était énorme. Je vous renvoie au reportage d'Albert Camus dans Alger républicain en 1939, où Albert Camus parle de la misère de la Kabylie, et il parle même de mort de faim. Il y a eu jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale des famines qui étaient plus ou moins massive. La plus importante, c'est celle de 1868-69, où il y a eu même des phénomènes d'anthropophagie. Des phénomènes d'anthropophagie au sein de la population musulmane d'Algérie, tellement les gens crevaient de misère, littéralement. Autre aspect, dans le domaine des relations humaines. Le racisme. Le racisme, je parle le racisme à l'intérieur de la société algérienne. On pourra parler des prolongements, hélas, dans la société métropolitaine, mais ce n'est pas le centre de la discussion aujourd'hui. Le racisme n'a pas été une greffe, en quelque sorte, un élément extérieur à la situation coloniale, il en a été une composante. Le racisme était en quelque sorte la justification des inégalités sociales, des inégalités politiques, de la domination tout court de la société européenne sur la société indigène. Il y avait en quelque sorte donc oui, ce que j'appelle justification, c'est-à-dire lorsque on considérait que les indigènes n'étaient pas tout à fait des hommes, ou en tout cas étaient dans une catégorie humaine inférieure, eh bien il était normal qu'ils souffrent, il était normal qu'ils aient une situation de dépendance. Et de ce point de vue, il y a eu un certain nombre de tirages de sonnettes d'alarme. Je vais vous citer un certain Jean Val, professeur d'histoire au lycée d'Alger, 1882, citation, il appelle les Franco-Algériens, en réalité c'est ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs. Nos Franco-Algériens ont pris, au contact des populations parmi lesquelles ils vivent, des habitudes fâcheuses et sont souvent exclusifs et intolérants. Les préjugés de race inconnus dans la mère patrie, là il est évidemment faux, les préjugés de race inconnus dans la mère patrie s'épanouissent en toute vigueur. Tel vous dira qu'il ne considère pas les indigènes comme des hommes, sans s'apercevoir qu'il fait ainsi une profession de foi aristocratique. Qu'on y prenne garde, et c'est là que c'est intéressant puisque c'est la sonnette d'alarme, encore une fois sous la plume d'un membre du parti colonial, qui n'était absolument pas un opposant et encore moins révolutionnaire, qu'on y prenne garde, il y a là un reniement des traditions généreuses de la France moderne. Il y a aussi un grave danger pour la paix sociale et pour l'avenir de l'Algérie. 1882. Donc ce racisme il se manifestait par mille gestes. Alors d'une part par les différenciations sociales dont j'ai parlé, donc il était hors de l'imagination la majorité des Européens que des indigènes puissent avoir des rôles importants dans la production, dans la vie politique, dans la vie sociale, etc. Mais il se manifestait également par ce qu'on appelle les petites blessures au quotidien, les coups de pied aux fesses, le blanc qui passe avant tout le monde. Je vais vous donner une anecdote. Un certain André Mondouze, c'est peut-être un nom que vous connaissez. André Mondouze était un catholique fervent, indépendantiste d'ailleurs,
qui arrive en Algérie en 1947. Il écrit des articles dans les temps modernes, qui est plutôt de la tendance, disons, amie de Jean-Paul Sartre. André Mandouze arrive en Algérie en 1947 et il raconte lui-même l'anecdote suivante. Un jour, il est chez le coiffeur et il se retrouve côte à côte avec Ferhat Abbas. Bon, vous connaissez le Ferhat Abbas, mais je vous rappelle qu'avant d'être président du FLN, il avait été plutôt un dirigeant, disons, modéré, qui considérait qu'il fallait conquérir quelques droits, mais qu'il n'était absolument pas indépendantiste. En tout cas, il était déjà un homme politique connu. Mandouze et Ferhat Abbas se trouvent côte à côte chez le coiffeur, et lorsque le tour de Ferhat Abbas arrive, le coiffeur, tout naturellement, se retourne vers Mandouze et lui dit « À vous, monsieur ». Et Mandouze dit « Non, monsieur Abbas était à côté de moi, était avant moi ». Et Mandouze dit que ça a été la stupéfaction dans le salon, et en particulier de la part de Ferhat Abbas, qui était tout heureux de bénéficier de ce rare privilège. Et donc, ça dit beaucoup sur le quotidien des relations. Et puis, autre chose également, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire raciste est omniprésent à l'époque coloniale. Et là, on a énormément de traces. Je vous donne pas un conseil, mais une proposition. Regardez sur le site de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle Gallica. Vous le connaissez, vous le pratiquez sans doute. Gallica a numérisé beaucoup de quotidiens, parmi lesquels le Matin, le Temps, le Journal des débats, l'Humanité, et puis également de la presse algérienne, enfin de la presse des Français d'Algérie. Et entre autres, l'Écho d'Alger a été entièrement numérisé, enfin en tout cas jusqu'aux années 55-60. Et dans l'Écho d'Alger, il y a des possibilités de recherche par mots-clés. Et j'ai recherché le mot bico, par exemple. Bon, je ne fais pas de dessin, vous savez que c'est un terme abominablement raciste, au même titre que bougnoul, meugnon, melon, tronc, enfin je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Et bien le mot bico est imprimé par l'Écho d'Alger, imprimé pratiquement toutes les semaines. Lorsqu'il y a des anecdotes, lorsqu'il y a un fait divers, c'est le bico. C'est le bico, souvent il n'a pas de nom, etc. Mais donc ça veut dire que les lecteurs moyens de l'Écho d'Alger, c'est-à-dire l'immense majorité des Européens d'Algérie, enfin en tout cas des Algérois, lisaient cela sans s'en offusquer. Et bon, vous imaginez tout ce que ça pouvait provoquer au quotidien dans le vocabulaire. Je suis à combien de temps là ? Alors, tout ça fait que l'idée que l'on retrouve parfois sous la plume de gens de révisionnistes, il n'y a pas d'autre mot, de l'histoire coloniale, l'idée qu'il y avait finalement une certaine harmonie entre les deux communautés est une idée qui est absolument inacceptable, irrecevable pour toute personne qui a travaillé sérieusement sur l'Algérie coloniale. En réalité, les sociétés étaient juxtaposées. J'emploie ce mot, ce n'est pas par hasard, puisque je l'ai retrouvé sur beaucoup de plumes d'observateurs qui étaient, encore une fois, des gens qui n'étaient pas forcément des observateurs révolutionnaires, et même certains étaient réactionnaires. Je pense par exemple à Tocqueville, qui a visité l'Algérie à plusieurs reprises, et Tocqueville en 1841, donc 11 ans après la conquête, observe ces deux sociétés juxtaposées. Un siècle plus tard, un certain Augustin Berck était le père de Jacques Berck, le grand orientaliste, qui était né en Algérie, aussi bien le père que le fils d'ailleurs, né en Algérie et donc entièrement intégré dans la société des Européens d'Algérie, mais qui étaient des gens lucides. Et Augustin Berck emploie le même terme de juxtaposition des sociétés. Donc les sociétés, il n'y a pas d'interpénétration. Alors face à cela, face à cette succession de mépris coloniaux, revenons un petit peu quelques minutes à la métropole. Comment a réagi la métropole ? La métropole, il faut bien comprendre, et ça, seuls nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont vécu,
mais il faut bien comprendre ce qu'a été la puissance du parti colonial en France. Le parti colonial, alors le mot parti peut induire en erreur, il ne s'agissait pas d'un parti structuré, c'est plutôt d'un groupe de pression. Mais un groupe de pression extrêmement puissant qui avait ses ramifications dans toutes les branches de la société, dans tous les partis, à l'exception du Parti communiste et des milieux libertaires, par exemple, mais qui étaient quand même extrêmement minoritaires. Mais d'une façon générale, ce parti colonial avait réussi à imprégner la société française de l'idée que finalement la colonisation était positive, aussi bien pour la France, et ça va expliquer par la suite bien des choses sur les difficultés de la lutte contre la guerre d'Algérie. L'Algérie était nécessaire à la France pour son économie et en particulier pour ses débouchés, pour ses marchés et pour ses ressources. Donc cette idée-là a été très fortement imprégnée et puis également était bénéfique pour les colonisés. Nous étions arrivés dans des régions désertées de toute civilisation et nous avions apporté la civilisation. Cette idée-là qui peut faire sourire ou grimacer peut-être aujourd'hui, était une idée extrêmement importante et qui était véhiculée par la grande presse. Regardez ce que je viens de vous dire, par exemple, tous les journaux dont je vous ai parlé. Il y a absolument, encore une fois, il y a avec l'exception de l'Humanité, par exemple, mais une exception, vraiment exception totale, en tout cas dans le monde politique. Mais regardez le reste de la presse, eh bien c'est une presse qui était entièrement acquise à l'idée de la mission civilisatrice de la colonisation française. L'idée que dès les bancs de l'école, on apprenait aux petits-enfants la notion de la hiérarchie des races, par exemple, c'est des choses, même les moins jeunes d'entre nous ont peut-être encore quelques idées, il y avait encore des manuels de la 4e République qui avaient ce type de différenciation raciale. Donc les blancs, les noirs, vous vous rappelez sans doute, vous l'avez peut-être vu dans des vieux bouquins, les quatre grandes races, les blancs, les noirs, les jaunes et les indiens, les rouges, comme on disait, avec évidemment toujours les blancs qui ont tous les attributs de la culture, de la domination, de la beauté humaine, évidemment. Donc toutes ces choses-là étaient profondément imprégnées. Un seul exemple pour montrer la force du sentiment colonial dans la France de l'époque. L'exposition de 1931. L'exposition de 1931 qui a eu lieu à Porte de Vincennes, donc ce qui est aujourd'hui encore le musée de l'immigration, mais à l'époque c'était la totalité du bois de Vincennes qui était investi par l'Expo. L'Expo a été totalement organisée par l'État. C'était vraiment une organisation étatique avec tous les moyens nécessaires. On retrouve même dans la presse de l'époque des annonces comme quoi les trains étaient mis gratuitement à disposition des Français, etc., etc. Il y a eu 33 millions de visites, pas de visiteurs, de visites. Ce qui en fait la deuxième exposition de toute l'histoire française. Je crois que la première, c'est l'exposition de 1900, l'exposition universelle de 1900. 33 millions et on considère qu'à peu près 8 millions de Français qui ont visité l'Expo coloniale. L'Expo coloniale, c'était quoi? C'était tout simplement, on allait regarder ces indigènes et on allait se féliciter finalement de leur avoir apporté tant de bienfaits. Donc c'était vraiment le message qui était passé. Et vous retrouvez dans beaucoup d'ouvrages de mémoires des gens, par exemple, je crois que dans les mémoires de Lucie Aubrac, elle raconte que ses parents l'avaient emmené. Alors, à l'opposé, c'est pas du tout la même famille. Dans les mémoires de Brasillac, qui s'appelle Notre avant-guerre, il dit qu'on partait en famille s'asseoir sur les pelouses de Vincennes, et puis il dit qu'on jetait des cacahuètes aux indigènes, mais enfin on était quand même à peu près dans cet état d'esprit. Face à cela, il y a eu une réaction qui a été organisée par un parti politique, le PCF, un syndicat, la CGTU, et les surréalistes, qui s'est appelée la contre-exposition coloniale, qui a eu lieu place du Combat, qui est aujourd'hui la place Fabien. Il y a eu 5000 visiteurs. 5000 visiteurs contre 8 millions. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on voit vraiment ce qu'a représenté l'imprégnation colonialiste et raciste dans la population française. Ce qui explique après bien des choses sur les difficultés de la guerre d'Algérie, sur lesquelles on reviendra. Alors, du côté, cette fois-ci, des colonisés, mais des colonisés en métropole, dans l'immigration algérienne en particulier
en France, il y a un phénomène assez particulier, c'est que le mouvement national s'est développé d'abord, enfin particulier, ça peut s'expliquer, c'est incrusté d'abord dans l'immigration algérienne en France. Pourquoi d'abord dans l'immigration algérienne en France? Tout simplement parce qu'en Algérie, et bien sûr, l'expression politique, même très très clandestine, était extrêmement difficile. Donc à l'intérieur de la société française, il y a eu possibilité. La première organisation s'appelait l'Étoile nord-africaine, fondée en 1926, avec l'aide d'ailleurs du Parti communiste et de la CGTU. Beaucoup d'Algériens étaient syndiqués à la CGTU à cette époque. Je pense que vous avez travaillé déjà là-dessus. Et donc, ça a été véritablement la naissance, pas la naissance, parce qu'encore une fois, le sentiment national existait, disons l'explosion du sentiment national, l'expression au grand jour, et puis surtout la mise en avant d'un mot clé qui est le mot d'indépendance. Le mot d'indépendance apparaît dans le vocabulaire de l'Étoile nord-africaine dès 1926. Donc c'est très tôt. Ensuite, bien sûr, il y a eu plusieurs développements, et donc il y a eu cette montée en puissance progressive du mouvement, pas du sentiment, puisque le sentiment existe, mais du mouvement national, avec une accélération évidente durant la Seconde Guerre mondiale, pour une raison très simple, c'est qu'à un certain moment, le pouvoir colonial avait perdu de son emprise, perdu de sa puissance, et que donc les mouvements nationalistes ont pu en profiter. C'était le cas en Algérie, mais c'était le cas au Maroc, c'était le cas en Tunisie, c'est le cas encore beaucoup plus en Indochine. Bon, c'était bien évident que l'affaiblissement du colonialisme français en Indochine a permis l'explosion du sentiment, pas du sentiment, mais l'explosion du mouvement national derrière Ho Chi Minh. Mais ça s'est également fait en Algérie, et Messali Hadj, à ce moment-là, est devenu véritablement, en quelque sorte, l'icône du mouvement national algérien. Tout ça explique... On arrive. Tout ça explique que j'en arrive enfin au 1er novembre 1954, mais je pense que vous m'accorderez qu'il était nécessaire de faire ce très très long détour par l'histoire pré-guerre d'Algérie. Donc, le 1er novembre 1954 n'a absolument pas été une sorte de coup de tonnerre dans un ciel auparavant serein, mais a été véritablement une explosion due à la maturation du mouvement national. Avec cette particularité qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le 1er novembre 1954 s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général de libération des mouvements indépendantistes contre la domination coloniale. N'oubliez pas une chose, c'est que avant la guerre d'Algérie, il y a eu bien sûr la guerre d'Indochine, et que la guerre d'Indochine a eu un grand rôle dans la maturation et dans non pas la prise de conscience, mais l'accélération de la prise de conscience dans tous les mouvements nationalistes, et en particulier Dien Bien Phu. Dien Bien Phu a été un véritable coup de tonnerre qui aujourd'hui est oublié pour cause de l'historiographie française, mais Dien Bien Phu a été pour tous les colonisés véritablement une sorte de, pas de révélation, mais en tout cas une sorte de coup de tonnerre, de coup de semonce qui a été compris et revendiqué comme tel. Dien Bien Phu, c'est le 7 mai 1954, l'insurrection algérienne, c'est le 1er novembre 1954. Il n'y a pas de coïncidence dans ce domaine. C'est le moment également où en Tunisie, le mouvement Fellaga, je vous signale que le mot Fellaga apparaît dans la presse française en Tunisie avant l'Algérie. Le mouvement Fellaga explose en Tunisie. Le Maroc est à feu et à sang, à la suite de la déposition du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef à l'été 1953. Le Maroc est à feu et à sang. Donc, le contexte général est celui d'une explosion. Et donc, le 1er novembre 1954, c'est une étape rendue nécessaire avec des aspects un peu sordides de lutte interne au sein du mouvement national algérien, puisque Messali Hadj est évincé de la direction de l'insurrection et donc au bénéfice du FLN. Mais enfin, ça, c'est des choses dont on pourra parler dans la discussion. Ça amènerait trop de complications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une surprise pour les Algériens.
même si l'historiographie officielle algérienne a pendant très longtemps parlé d'un peuple qui s'est soulevé dès le premier jour, qui a été unanime dès le premier jour, c'est faux. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que l'initiative du FLN a correspondu à une attente du mouvement, enfin, de la population algérienne dans ses profondeurs, et tous les témoignages le disent, y compris d'ailleurs les témoignages de gens que j'ai pu interviewer, des anciens du Parti communiste algérien, qui m'ont tous dit que la date a été une surprise, parce qu'évidemment les gens du FLN n'avaient pas prévenu, ils avaient raison de le faire, mais l'idée que l'explosion était en train d'arriver en réalité était attendue. Par contre, dans la population française, c'était une surprise. Et lorsque, je vous rappelle que ces deux grandes gloires de la gauche française qui sont au pouvoir à l'époque, Pierre Mendès France, qui est président du Conseil, et François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur, et c'est Mitterrand qui s'occupe de l'Algérie, puisque l'Algérie c'est la France, c'est 3 départements français, donc ministère de l'Intérieur. Et donc lorsque Pierre Mendès France dit l'Algérie c'est la France, ou lorsque Mitterrand dit la seule négociation c'est la guerre, hein, ce sont des citations textuels, ils disent ce que pense l'immense majorité des Français. Je crois qu'il faut partir de ça, et là je fais appel à vos travaux, à tous, ou aux entretiens que vous avez pu avoir sur les difficultés de la lutte contre la guerre d'Algérie des tout premiers temps. C'est extrêmement compliqué. L'Algérie, c'est la France, c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi ces gens-là se sont-ils révoltés alors qu'on leur apporte on leur a apporté tellement de bienfaits? Qui protestent? Eh bien, ce sont quand même des voix dans le désert. Je pense à Sartre, je pense à Mauriac, qui est beaucoup trop oublié, à mon avis, des historiens qui travaillent sur les intellectuels et la guerre d'Algérie. Je ne pense pas à Camus. Camus a un comportement plus qu'équivoque. D'abord, c'est le silence dans les premiers temps, et ensuite un comportement plus qu'équivoque. Et alors, dans le domaine politique, c'est essentiellement les communistes, encore que le mot d'ordre d'indépendance apparaîtra seulement en 1955. Quelques socialistes minoritaires, je pense à Charles-André Julien, la gauche chrétienne, témoignage chrétien, qui a déjà dès ce moment-là une position extrêmement courageuse et de dénonciation en particulier de la répression. Mais sur le terrain, il y a une totale disproportion des forces à l'origine. L'armée française est quasiment un rouleau compresseur face aux maquis FLN. Les maquis FLN, c'est quand même très peu de choses à ce moment-là. Ce sont des gens qui ont un courage immense, qui, encore une fois, reflètent et répercute les sentiments profonds de la population algérienne, mais ce n'est pas une force militaire capable, même pas de résister, mais de vaincre évidemment pas, mais même pas de résister au rouleau compresseur de l'armée française. Donc progressivement, ce FLN va réussir à conquérir les esprits, à tisser des liens, et donc il va progressivement acquérir l'hégémonie au sein du nationalisme algérien, souvent d'ailleurs au prix de méthodes violentes, voire les rivalités sanglantes entre le FLN et le MNA, le MNA étant le mouvement national algérien créé par Messali Hadj dès décembre 1954 pour contrecarrer en quelque sorte l'influence du FLN. Donc il y a eu des luttes internes très violentes, puisque sur le territoire français, il y a eu 4000 morts. Hein. C'est une chose qu'il faut bien savoir. Entre les luttes fratricides entre Algériens, on fait plus de morts qu'à la police de la 4e et de la 5e République au sein de la population algérienne. 4000 morts. Donc, cette 4e République va se trouver progressivement, en quelque sorte, usée par la guerre d'Algérie, avec l'épisode assez tragique. Bon, je vous rappelle, Mendès France est au gouvernement au moment du déclenchement. En février 1955, Edgar Faure devient président du Conseil, et en décembre 1955, Edgar Faure va dissoudre l'Assemblée nationale en espérant, c'est en quelque sorte un pré-Chirac, si on peut dire, en espérant obtenir une majorité. Finalement, il va se casser le nez, puisqu'il sera battu, et que le 2 janvier 1956, c'est un gouvernement de front républicain qui s'impose, avec 27% des voix, et le PCF fait 25%. Donc la gauche fait 52%
en janvier 56, et c'est le moment où, en plus on est début 56, c'est le moment où beaucoup estiment qu'il y a un nouveau Front populaire qui pourra se mettre en place. Et donc l'idée du nouveau Front populaire va guider en particulier le choix des dirigeants communistes en mars 56 de voter les pouvoirs spéciaux. C'est une chose sur laquelle je n'ai jamais fait un seul débat sans qu'on me pose la question sur les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, c'est donc une sorte de carte blanche délivrée au gouvernement Guy Mollet, probablement en toute bonne foi, en espérant que Guy Mollet appliquera plutôt des réformes sociales et s'acheminera vers une négociation avec le FLN. C'est le contraire qui va se passer. Je persiste à dire que ça a été plus qu'une erreur tactique, c'est une erreur stratégique. Je pense que le vote des pouvoirs spéciaux par le groupe communiste, qui a d'ailleurs, le groupe communiste qui était loin d'être unanime, j'ai beaucoup recueilli de témoignages, il y a eu excusez-moi l'expression, des engueulades très fortes au sein du groupe parlementaire et des oppositions, mais c'était une époque où, quand le bureau politique avait parlé, il fallait appliquer donc tous les députés communistes, y compris Ballanger, puisqu'on me parle souvent de Ballanger, mais sur le journal officiel, son nom figure, y compris Aimé Césaire, par exemple, ont voté les pouvoirs spéciaux, puisque Césaire était encore député communiste à l'époque. Donc, voilà, ça n'a pas empêché, évidemment, la chute de la 4e République, donc je vais très vite sur l'histoire, mais c'est une histoire que vous connaissez mieux. Donc, tous les échecs de la 4e République vont progressivement amener le lobby gaulliste, je dis bien le lobby parce que c'est véritablement agi d'un groupe de pression très très organisé qui avait des éléments dans l'armée, qui avait des éléments dans la société civile, je pense en particulier à Michel Debré, ou tous ceux qu'on appelait par la suite les barons du gaullisme, Guichard, Sanguinetti, mais qui avait également des relais à l'intérieur du gouvernement français, parce que je vous rappelle qu'au moment de la chute du dernier gouvernement de la 4e République, Jacques Chaban-Delmas était ministre des Armées, donc c'est pas rien. Donc il faisait partie également du lobby gaulliste. Donc il y a eu une sorte de coup d'État démocratique, c'est l'expression qui a souvent été employée, qui a amené De Gaulle au pouvoir. Donc je passe sur les circonstances pour vous dire quand même que, en fait, je dirais qu'il y a eu deux De Gaulle. Le premier De Gaulle, celui de 58, est un De Gaulle qui est incontestablement, à mon avis, Algérie française. Incontestablement, De Gaulle est Algérie française, mais je dirais qu'il est un réformiste de l'Algérie française. Réformiste, c'est un mot que vous connaissez. En général, on applique le mot de réformiste à ceux qui veulent éviter les chocs révolutionnaires. C'est exactement la définition de De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle a l'intime conviction que s'il ne réforme pas la société algérienne, et d'un certain point de vue, s'il ne prend pas de front les intérêts des pieds noirs les plus conservateurs, eh bien l'Algérie française court à sa fin. Donc il veut sauver l'Algérie française et il va pour cela faire plusieurs choses. D'une part, donner à l'armée les moyens d'écraser totalement les maquis FLN, et tous les Algériens qui ont témoigné par la suite ont dit que 58 et début 59 ont été les pires périodes, puisque De Gaulle a mis à la disposition de l'armée tous les moyens, en particulier du général Schall. Il y a eu, là j'emploie de nouveau l'expression rouleau compresseur de l'armée française contre les maquis algériens, et donc ils ont énormément souffert. Et on peut dire que pratiquement, au terme de l'offensive du général Schall, les maquis algériens ne contrôlaient plus que quelques parcelles du territoire algérien, l'essentiel des forces étant à l'extérieur. Et en même temps, De Gaulle met en place ce qu'on appelait le plan de Constantine, donc c'est octobre 58. Le plan de Constantine, c'est un plan évident de rénovation de l'Algérie. La France, c'est tout à fait classique de ce que certains économistes ont appelé par la suite les béquilles du capital, c'est-à-dire que les crédits publics sont insufflés en masse en Algérie, donc y compris dans l'industrie, création ex nihilo de certaines usines, dans la scolarisation, un gros effort de scolarisation, dans la santé, c'est-à-dire en fait accorder le maximum si ce n'est de bienfaits, en tout cas d'avantages, donner des idées aux Algériens de ne pas se séparer de la France. Voilà, en gros, c'est l'idée qui est faite.
Et donc, ça va en partie réussir, puisque, donc encore une fois, il contrôle le terrain, mais il ne contrôle pas les esprits. Et finalement, De Gaulle, qui est un homme politique qui en même temps est un réaliste, est un véritable homme d'État, ce que n'était pas ni Guy Mollet ni ses prédécesseurs. De Gaulle va considérer à un certain moment que le sentiment national algérien est devenu trop fort et qu'il ne pourra pas l'acheter, entre guillemets, par des réformes. Et il y a une anecdote que De Gaulle raconte lui-même dans ses mémoires. Ça se passe à l'été 1959. De Gaulle fait une visite en Kabylie. Et il explique donc les enfants des écoles avec les petits drapeaux bleu, blanc, rouge, les foules qui arrivaient, qui criaient « Vive De Gaulle, vive la France, Algérie française », y compris les Algériens. Et donc De Gaulle raconte qu'il rentre dans l'hôtel de ville de Tizi Ouzou et qu'il y a un vieil Algérien qui est plein, bardé de médailles, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui le tire par la manche et qui lui dit « Mon général, n'en croyez rien, ici, tout le monde est pour l'indépendance ». De Gaulle dit ça dans ses mémoires. Et donc, De Gaulle dit à ce moment-là, bon, c'est pas la peine de persister parce que la France, en quelque sorte, un homme d'État doit toujours choisir entre plusieurs solutions et choisir celle qui offre le moins d'inconvénients. Et celle qui offre le moins d'inconvénients, c'est d'accepter la négociation avec le FLN à partir de ce moment-là. Le discours de Gaulle sur l'autodétermination, c'est septembre 59. Donc c'est 2 mois après l'anecdote que je viens de vous raconter. Donc là, à partir de ce moment-là, le processus est enclenché. Dans le raisonnement de De Gaulle, à mon avis, il y a plusieurs choses, et en particulier la situation internationale. Le fait que De Gaulle a pour la France une aspiration à l'hégémonie en Europe. Je vous rappelle que le traité de Rome date de 57, donc l'Europe est toute neuve encore à l'époque, c'est encore l'Europe des 6, je crois. Donc De Gaulle craint l'hégémonie ouest-allemande en Europe et se dit que la guerre d'Algérie est en quelque sorte un cancer. D'ailleurs, il a employé une expression qui est célèbre, il a dit que c'était une boîte à chagrin, la boîte à chagrin de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la France est de plus en plus isolée à l'ONU. Il n'y a pas de réunion de l'Assemblée plénière, je crois, c'est en septembre tous les ans, de l'ONU sans que la France soit condamnée. Et la France est de plus en plus condamnée, et les seuls pays qui continuent à soutenir diplomatiquement la France, et dont les États-Unis, sont des pays qui en réalité sont des alliés peu fiables. La meilleure preuve, c'est que les États-Unis jouent un double jeu et ont déjà dès ce moment-là des rapports avec le FLN. C'est une chose qui est connue. Donc voilà, tous ces éléments font que De Gaulle, à un certain moment, va changer de politique et va se diriger rapidement vers l'autodétermination. Et ensuite, il aura une autre déclaration dont j'ai plus la date sous les yeux, mais c'est le moment où il parlera enfin d'une Algérie algérienne. Donc c'est 60, quelque chose comme ça. Et il finira par dire, début 61, la décolonisation est notre politique parce que c'est notre intérêt. Donc encore une fois, ceux qui aujourd'hui présentent De Gaulle comme un décolonisateur, un émancipateur, sont complètement à côté de la plaque. Donc là, on se dirige donc vers la fin de la guerre d'Algérie, avec cette fin de guerre qui est absolument épouvantable, pour une raison très simple, c'est que De Gaulle s'était appuyé sur les éléments les plus réactionnaires de l'Algérie française pour arriver au pouvoir, mais à partir du moment où il lâche ses premiers soutiens, et bien évidemment, ces premiers soutiens en question vont se lever contre lui. C'est les derniers combattants de l'Algérie française, en particulier autour de l'OAS. Je vous rappelle que l'OAS, aujourd'hui, l'OAS a encore l'histoire de l'Ouest a énormément marqué la société française, et pourtant elle a une existence très courte, puisqu'elle a été fondée en février 1961 à Madrid. C'est pas par hasard qu'ils ont été dans la dernière terre fasciste d'Europe. Donc c'est Salan, c'est Suzini, c'est des gens comme ça, l'ex-général Salan, qui fondent l'OAS. Donc en février 61, le putsch des généraux, c'est avril 61. C'est vraiment le dernier, ce que j'ai appelé quelque part le barou de déshonneur. Et donc, à partir de ce moment-là, l'OAS va mener ce combat d'arrière-garde, qui est un combat perdu d'avance, mais qui est un combat qui va être extrêmement sanglant, puisqu'ils vont porter la guerre d'abord contre la population algérienne et contre tous les Français indépendantistes, y compris les Français qui étaient
considérés comme libéraux, qui n'étaient pas forcément indépendantistes, mais enfin des gens qui étaient pour le respect du peuple algérien, qui vont donc être assassinés, y compris des gens, y compris des cadres du régime gaulliste, hein, puisque le commissaire principal, Roger Gavoury, par exemple, qui était commissaire principal de la ville d'Alger, donc envoyé par le général de Gaulle, sera assassiné par l'OAS. Voilà, des gens comme ça. Et puis ensuite, l'autre aspect, c'est que l'OAS va porter la guerre sur le territoire français, et donc avec tous les dégâts que là, vous connaissez parfaitement pour en avoir entendu parler, ou pour certains d'entre vous pour les avoir connus même. L'OAS, c'est le fait que une poignée, parce que finalement sur le territoire métropolitain, il y était quelques centaines, hein. Alors ils avaient beaucoup de relais. Il y avait beaucoup de relais politiques, parmi lesquels les réseaux de Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui n'a jamais été à l'OAS, mais qui a mis ses réseaux au service de l'OAS, parmi lesquels les réseaux de l'Action française, les réseaux de Jeunes Nations, de Pierre Sidos, enfin, tous ces gens-là, tous ces gens de l'extrême droite racailleuse, ont été au service de l'OAS. Et donc, l'OAS a réussi pendant, en gros, une année, entre mi-61 et mi-62, même au-delà de la fin de la guerre d'Algérie, à mettre le pays, la France, en état d'ébullition. Et dans beaucoup de quartiers, certains d'entre vous se rappellent peut-être les Nuits Bleues de l'OAS, qui ont paradoxalement été un accélérateur de la lutte contre la guerre d'Algérie, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut parler véritablement de structuration de l'opposition à la guerre d'Algérie. Du côté de l'opinion française, bon, j'ai parlé un petit peu de l'état d'esprit de l'opinion française tout à fait au début de la guerre d'Algérie. Les conditions de la lutte contre la guerre d'Algérie ont été extrêmement difficiles, d'abord parce que les Français, encore une fois, dans leur masse, n'étaient pas réceptifs, mais également parce que, alors, pas réceptifs, je vais vous donner un exemple, bon, sur l'idée, par exemple, du rôle de la classe ouvrière. C'est une chose qui nous concerne éminemment ici. Le rôle de la classe ouvrière, l'idée qui a longtemps présidé au fait que la classe ouvrière avait un rôle historique et était quasi intrinsèquement internationaliste, est une idée qui a été démentie par le quotidien de la guerre d'Algérie. Je vous rappelle qu'un certain nombre de gens dans les écoles de formation avaient sous les yeux là, une brochure qui s'appelait le rôle historique de la notion de classe et rôle historique de la classe ouvrière. Donc ces idées-là sur le fait que la classe ouvrière pouvait être le noyau central de la protestation contre la guerre d'Algérie a été en partie démenti. En partie, ce qui ne retire rien à l'action des militants. Une anecdote qui ici vous fera peut-être sourire. Dans la revue La Pensée, il y avait une sociologue c'est une femme qui s'appelait André Michel, qui écrit dans La Pensée un article sur le quotidien des Algériens en France, et avec en particulier des phénomènes de racisme dans les entreprises. Le numéro d'après, un certain Henri Krasuki lui répond, et Krasuki répond à André Michel en disant « Mais vous avez oublié les actes de résistance, les actes d'héroïsme, les actes de militance des cadres ouvriers. » Et je pense que les deux avaient raison. À savoir que dans sa masse, et on voit ça par exemple dans le roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, dans sa masse, la population française, y compris la classe ouvrière, avait été tellement façonnée par tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure qu'elle a eu du mal à répondre aux nécessités de la lutte internationaliste. Ajouter à cela le racisme qui avait également imprégné la classe ouvrière. Juste une anecdote, puisque c'est quelque chose que j'ai découvert ici dans les archives de l'IHS, dans les archives de Marcel Dufriche. Dufriche a fait, je ne me souviens plus de la date exactement, je crois que c'est 57, il y avait une grève décrétée par le FLN, qui était donc en Algérie, mais qui avait été également répercutée par la Fédération de France du FLN.
Et Marcel Dufriche a eu la bonne idée, et pour les historiens c'est vraiment une mine, a eu la bonne idée d'interroger les unions départementales pour leur demander quelles avaient été les réactions des ouvriers français dans les usines. Et les réponses on trouve tous les noms dans les archives, les réponses des secrétaires d'UD sont de dire c'était quand même difficile. C'était quand même difficile et il n'y a quand même pas eu beaucoup d'ouvriers, de militants si, mais d'ouvriers français qui se sont joints, qui ont soutenu, soit par des collectes, soit par des gestes de solidarité, soit par des motions, qui ont soutenu la grève des ouvriers algériens. Donc voilà, d'un certain point de vue, la classe ouvrière telle qu'elle est et la classe ouvrière telle qu'elle devrait être, en quelque sorte. Donc, alors l'autre aspect qu'il faut évidemment ajouter à cela pour tempérer un petit peu la dureté de l'observation, c'est la censure. Les Français n'étaient pas informés. Les Français lisaient dans leur masse. Regardez, si vous avez chez vous des vieux numéros de Paris Match, Paris Match avait une publicité en page 3 en général, c'était tout de suite après la couverture, en disant le numéro que vous avez eu entre les mains la semaine dernière a été lu par tant de millions de Français. En général, c'est 8 millions de Français. Il y avait à peu près 8 millions de lecteurs de Paris Match dans tous les salons de coiffure, chez les dentistes, etc. Donc face à Paris Match, il y avait quoi? Il y avait l'Humanité, il y avait la vie ouvrière, bien sûr. J'avais proposé quelque chose tout à l'heure à Gilbert à propos de Madeleine Riffaut, je pourrais vous en parler. Il y avait Témoignages chrétiens, il y avait l'Express et l'Observateur, qui était beaucoup plus à gauche que ceux d'aujourd'hui. Voilà. Mais tous ces journaux-là ont été énormément censurés, saisis, etc. L'Express a été saisi 22 fois, le France Observateur 16 fois, l'Humanité, sur les 316 procès intentés à la presse durant cette période, 2 sur 3, 209 ont visé l'Humanité, etc., etc. Bon, donc toutes les... voilà. Donc, voilà. Comment ? On va conclure. J'étais en train de conclure. Notre numéro est bien au point. Bon, juste pour vous dire que cette guerre d'Algérie a durablement marqué la société française, ne serait-ce que parce que tous les responsables français, en tout cas, tous les présidents français, en tout cas avant Sarkozy, ont été liés directement ou indirectement, mais souvent directement à la guerre d'Algérie. De Gaulle, Mitterrand, Mendès France, enfin il n'était pas président, Giscard, Pompidou, Chirac, tous ces gens-là ont eu un rôle durant la guerre d'Algérie. Et si j'en crois le rapport de Benjamin Stora récemment, il a considéré, je crois que le chiffre est juste, qu'il y a aujourd'hui 7 millions de Français qui sont directement concernés par l'histoire de l'Algérie, les migrants et leurs enfants, les pieds noirs et leurs descendants, les harkis et leurs descendants, et les soldats du contingent. Tout ça, ça fait 7 millions de Français, donc un phénomène unique. Et donc, aujourd'hui encore, la guerre d'Algérie empoisonne la société française. Je vous remercie. On a été bon, hein. On a eu le temps. Allez, on a un peu plus de 45 minutes, on se jusqu'à 16h. Donc on a 50 minutes pour échanger. Donc je pense que ça a dû vous donner l'idée d'intervenir. Déjà, avant qu'on commence, il y avait des camarades qui voulaient intervenir. À toi. Oui, je voulais savoir quel était le rôle des États-Unis justement lors du financement du FLN, parce que j'ai entendu et lu et vu quelques documents et lu quelques documents là-dessus. Je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite. Oui, merci Alain, parce que comme je suis en plus originaire d'Algérie, ça m'intéresse énormément. Et je voulais revenir sur un des points, une des choses dans laquelle je ne suis pas vraiment pied noir, mais enfin, tous les pieds noirs ont vécu, c'est l'idée que l'apport civilisationnel des Français à l'Algérie. Non seulement c'est faux, mais il y a un certain nombre d'écrits d'historiens algériens et d'historiens français qui montrent que non seulement l'Algérie n'était pas aussi inculte et en friche qu'on le dit lorsque la France l'a conquise, mais que c'était un pays très riche, autosuffisant,
et que l'une des premières tâches de l'armée française, c'est un peu ce qu'ont fait les colons américains et dans bien d'autres pays, la première des choses qu'ils ont commencé à faire, c'était de raser de grandes parties du territoire, en brûlant, en assassinant, en massacrant et en brûlant des dizaines de villages algériens, leur culture, notamment l'olivier, etc., etc. C'est ce que font les Israéliens en Palestine, à une moindre échelle, fort heureusement. Et avec des exemples quand même assez frappants. Tu parlais de l'éducation. Il y avait en 1830 une école par douar, c'est-à-dire l'équivalent des cantons un peu plus réduits. 10 ans après la colonisation française, il y en avait 3. C'est-à-dire que quasiment tout l'appareil éducatif algérien de l'époque avait été quasiment effacé par l'occupation française. Donc cet argument qui a... Alors évidemment, cet argument, il a d'autant plus pris corps après, 50 ans après, quand le chemin de fer, les bâtiments, etc., sont devenus visibles. Mais c'est quand même une caractéristique de la colonisation, et ça, le parallèle avec les États-Unis est assez fort, c'est qu'on commence par raser tout ce qui justifie la présence indigène avant d'opérer une colonie de peuplement. Mais c'est un argument qui, évidemment, continue dès qu'il y a des difficultés dans ces pays ex-colonisés, qu'on ressort à satiété. Hein. De notre temps, de mon temps, n'est-ce pas, la France avait permis d'apporter un certain nombre de bienfaits à l'Algérie. Et on voit bien, à chaque fois qu'il y a un débat sur la repentance, c'est aussi des choses qui reviennent. Non seulement on n'a pas apporté la richesse, mais on les a pillés, et d'ailleurs on continue de le faire, en tous les cas pour un certain nombre de pays d'Afrique. Donc je voulais revenir là-dessus parce que c'est un argument que tous ceux qui ont été impliqués ou concernés par l'Algérie et par la guerre d'Algérie ont vécu lourdement, quoi. L'idée de l'apport de la civilisation française, alors que ça aurait pu être effectivement tout à fait autre chose. Guy ? Oui, sur une idée, comment dire, dans la région brestoise où j'habite maintenant, il y a une campagne qui a été menée qui est assez gagnée pour débaptiser une école qui s'appelle Bugeaud du nom d'une résistante française. Et la bataille a été menée autour de qui est Bugeaud. C'est-à-dire que l'idée des pratiques génocidaires pendant la colonisation, génocide de masse d'hommes, femmes et d'enfants, complètement gommé, commence à faire partie du débat historique et politique national, alors que ça a été effacé pendant les 160 ans de colonialisme. Et ça, il me semble que c'est à prendre en compte pour voir ce qui peut bouger dans les mentalités. Mais dans les mentalités, il y a aussi, alors moi, de ce que je me rappelle quand j'étais gamin, parce qu'il y a une partie, on me l'a dit, je suis désolé, je suis né en 52, donc j'ai pas de souvenir de 53, on me l'a dit, dans la famille, et il y a ce que j'ai vécu après. Et par exemple, il y avait cette idée dans les réunions de famille, alors, imaginez, famille de militants communistes anticolonialistes, Dien Bien Phu est une victoire autour de la table, mais règne encore l'idée de dire que l'émancipation de la classe ouvrière française sera le moyen de permettre aux coloniaux de s'émanciper. C'est-à-dire qu'on a traîné ça à l'intérieur de nos structures syndicales et politiques de façon lourde. Je discutais avec Alain tout à l'heure en aparté, je crois que c'est le 14 juillet 53 la date. Mon père était devenu ouvrier du bâtiment. Il faisait partie du service d'ordre de la CGT et du parti qui encadrait la manifestation des Algériens à la Nation quand la police française a tiré sur la foule. Il a un de ses potes qui a été tué. On me l'a raconté, j'étais trop jeune, mais je l'ai entendu très longtemps après dans les réunions de famille. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu foutais là? Pourquoi tu étais avec eux? Alors que c'était dans la somme de ces engagements quotidiens de militants du bâtiment. Et donc, à l'intérieur même du corps militant chez nous, oui, je dis bien chez nous, il y avait problème. Et puis ensuite, alors moi, quand j'ai grandi, j'ai des souvenirs de la guerre d'Algérie, j'ai des souvenirs du quadrillage des coins où habitaient les immigrés algériens qui travaillaient à Clichy, à Citroën, Clichy ou Levallois, dans le 17e arrondissement.
où c'est les femmes de l'UFF qui encadreraient les femmes algériens, début de regroupement familial, pour permettre aux enfants d'aller à l'école sans avoir des mesures d'intimidation ou de répression. C'est-à-dire que c'était des mini-manifs de quartier tous les jours à 13 h pour ramener les mômes à l'école. Moi, j'avais 6-7 ans à l'époque. Ça fait partie des souvenirs qu'on trimballe comme ça, qui font partie de la vie quotidienne. Et alors moi, ça m'amène à 2-3 questions très rapides. Ce que tu disais par rapport à la hiérarchie raciste dans les livres scolaires que j'ai connus, moi, comme gamin, ça me pose la question de savoir, on parle des suprémacistes aux États-Unis, mais est-ce qu'il n'y a pas une base française de l'idéologie suprémaciste, que dans la période, on ne qualifie pas comme ça, mais qu'on aurait intérêt à réfléchir du point de vue de l'histoire, y compris de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième question, je ne vais pas être trop long pour pas en mettre de trop. Il y a la contradiction entre opération de police et guerre. J'ai eu, pour les aléas de la vie, la chance de connaître quelqu'un qui était général dans l'armée, qui a refusé de prendre en charge les opérations en Algérie, parce que si ou on fait la guerre ou on fait de la police, on ne fait pas les deux à la fois. Tu dois le connaître de nom, c'est Firoloni. Et donc là, il se trouve qu'il y a eu à l'intérieur de l'armée française, il y a eu plusieurs combats. Il y a ceux qui voulaient bien s'occuper de maintenir l'Algérie française, il fallait qu'on leur donne les moyens, ou alors c'était une opération de police, c'était pas leur problème. Et le clivage se retrouvera au moment de la mise en place à l'intérieur de l'armée de l'OAS, je pense, mais tu pourras confirmer. J'avance pour aller très très vite. C'est aussi la question que je me pose par rapport à l'isolement de la France et la capacité d'émancipation du mouvement indépendantiste algérien, le poids de la montée en puissance des non-alignés de la conférence de Bandung. C'est un élément dont on parle, surtout en ce moment, digression, conflit interimpérialiste au plan mondial. Le poids qu'a pu avoir cette conférence, cette montée en puissance des droits des peuples à s'auto-organiser en dehors des pactes militaires qui ont permis des luttes d'indépendance. Il me semble que c'est une des données sur lesquelles il faudrait que, y compris, on regarde quel a été l'apport de la CGT là-dessus. Je pense en particulier à tout le combat de nos camarades issus de la résistance. Le pote des PTT, Gasto, André Tollet, quand ils vont monter les syndicats en Afrique, en particulier dans le Maghreb, pour avoir une CGT qui soit sur des bases qui s'appellera plus CGT, puisqu'elle est prise en main par les anciens confédérés, mais qui monte, y compris, et qui ait les relations dans le mouvement indépendantiste. Il me semble que là, on a des choses à regarder, et que les travaux qu'on a commencé à mener au niveau de l'IHS doivent pouvoir nous aider là-dedans. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ah si, quand même, une image. Ce fameux tableau de Delacroix, je crois que c'est dans la prise de la Smala d'Abdelkader, où au fond, on aperçoit sur la colline, au fond, l'armée française qui a mis le feu au moulin à blé. Je pense qu'elle est représentative de ce qu'est le colonialisme et les années 1830-1840 en Algérie. Je vais donner la parole à Alain qui va répondre aux premières questions. Après, Oui, il y a beaucoup de questions, merci. Alors sur le rôle des États-Unis, oui, tu as raison, c'est un rôle qui est complètement méconnu aujourd'hui et qui pourtant a été très important. En quelque sorte, les États-Unis ont joué le rôle de un petit peu pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Ils l'ont fait en Indochine, hein. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre d'Indochine, et ça les Américains, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont une grande qualité, c'est que leurs archives sont extrêmement riches et beaucoup sont numérisées. Moi, mon anglais est mauvais, donc je fais appel à la traduction. Mais par exemple, les archives ce qui correspond au ministère des Affaires étrangères, les relations, la Maison Blanche, peu importe, sont numérisées. Et on constate que dès 50-51, au moment de, là je suis en Indochine, au moment du général de Lattre à l'époque en Indochine, les Américains ont quasiment pris les leviers de commande de l'armée française et de la politique française. Ils financent donc, et en Algérie ils ont fait la même chose. Au Maroc ils ont fait la même chose. La rencontre entre Roosevelt et le sultan du Maroc
à Casablanca en 1943, je crois. C'est ouvertement, Roosevelt dit au sultan, luttez pour l'indépendance, virez ces salauds de Français et nous on sera là pour vous aider. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Et alors en Algérie c'était un petit peu plus délicat parce qu'il fallait ménager quand même la diplomatie française, mais on sait aujourd'hui, ben ça c'est quelque chose qui va vous intéresser, on sait aujourd'hui que les syndicats, alors je ne fais aucun lien avec les syndicats algériens d'aujourd'hui avec lesquels on a des relations amicales, donc ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la CIA qui a dissocié les syndicats algériens de la CGT déjà. Hein. Les syndicats algériens étaient à l'intérieur de la CGT en France et en Algérie. Alors, en France, c'était difficile, mais en Algérie, ils ont été à l'origine totalement de la création de l'UGTA, hein, qui était... Irving Brown, que vous connaissez de triste réputation, qui avait déjà fait ses méfaits avec les camarades de FO, a fait la même chose en Algérie. Ça, c'est dans mon bouquin, c'est des sources absolument référencées. Il est allé en Algérie, au point tel que Robert Lacoste, qui était ministre résident de France à Alger, l'a expulsé, tellement vous voyez, les rivalités, ce qu'on appelle les rivalités interimpérialistes, ça existait. Donc, ils ont même joué les uns contre les autres, parce qu'il y avait le syndicat du FLN, qui était l'UGTA, et le syndicat des messalistes, qui était l'USTA, et donc ils ont joué les uns contre les autres. Et donc, dès que l'UGTA finalement a été financé, on ne peut pas dire autrement, d'abord les militants débauchés et l'UGTA financé par Irving Brown, ils ont adhéré à la CSL. Ils ont quitté la FSM pour adhérer à la donc, bon, et y compris dans le domaine politique, même chose. Alors, sur l'apport civilisationnel, Pascal, tu as raison. Bon, c'est sûr que ce qu'on appelait les écoles coraniques, hein, tout simplement, les enfants, alors c'était, attention, c'était pas de l'éducation moderne aujourd'hui avec l'écoute du professeur, c'était un petit peu une éducation latrique, hein, mais les enfants apprenaient le Coran, tout simplement. Ben, pour apprendre le Coran, faut savoir lire et écrire, enfin, lire et écrire pas en permanence, non, suffisamment écrire pour pouvoir écrire la langue arabe. Tout ça, c'était détruit, tu as raison, par l'arrivée des Français, d'abord par volonté de détruire la culture musulmane, mais également parce que les Français ont accaparé tous les biens des mosquées. Les mosquées n'avaient plus possibilité d'avoir de politique d'aide à l'éducation, de financement des écoles coraniques, donc elles se sont cassées la figure les unes après les autres. Et je vous rappelle les dates, hein, la conquête, ça commence en 1830, on est un demi-siècle avant l'école obligatoire en France. Hein. Donc ces Français qui disaient qu'ils apportaient la civilisation et la culture n'avaient pas encore la scolarisation obligatoire en France. Et si vous regardez la société française de 1830 qui avait la prétention d'aller apporter un surplus de bien-être à l'Algérie, la société française, c'était la société des canuts. Hein. Et la première révolte des canuts, c'est 31. La deuxième, c'est 34, hein, donc on est vraiment en plein dedans. Lisez l'enquête de Villermé sur les niveaux de vie des ouvriers en France. Lisez les textes de Victor Hugo, encore les caves de Lille où les enfants meurent, etc. 50 ans plus tard, Zola, etc. Donc c'est ça la France qui va coloniser. L'Algérie, autre chose dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les Français, il y avait des silos peut-être pas dans tous les villages, mais dans toutes les communautés rurales, il y avait des silos. Les Français les ont brûlés, ont piqué le grain, et les famines se sont... N'oubliez pas une dernière chose pour parler de l'état de l'économie de l'Algérie. Quel était le prétexte de l'intervention, le fameux coup d'éventail? C'est parce que la France avait une dette vis-à-vis de l'Algérie. Cette dette, c'était le blé qu'ils avaient acheté pour financer les campagnes du Premier Empire. Donc s'ils achetaient du blé à l'Algérie, c'est que l'Algérie avait du blé à vendre. Donc c'était quand même pas un pays qui était en difficulté économique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai marqué la langue. Alors Bugeaud, tu as raison, mais bon... Moi, je suis pas partisan des déboulonnages ou des débaptisations, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Comment? Oui, d'accord. Non mais bon, il y a une rue, il y a même une avenue Bugeaud à Paris. Mais si vous regardez le nombre de sabreurs de la guerre d'Algérie, enfin de la conquête de l'Algérie, de la conquête de l'Indochine,
des conquêtes des pays d'Afrique subsaharienne, rien que la ville de Paris, il y a des centaines de rues qui portent ces noms-là. Donc si on commence, il faut peut-être envisager aller derrière les Invalides sur l'esplanade, pas devant, mais derrière, je ne sais pas comment elle s'appelle la place, la statue de Gallieni. Gallieni, il est en majesté, en quelque sorte, porté par une sorte de socle, et il y a 4 femmes en plus, c'est très féministe, hein, 4 femmes qui soulèvent Gallieni. La première, c'est une Malgache. Gallieni a exercé ses talents à Madagascar. La deuxième, c'est une Annamite, une Vietnamienne. La troisième, c'est une Sénégalaise, en tout cas une Africaine, évidemment nue, évidemment. Et la quatrième, c'est la ville de Paris. Donc, 4 femmes qui supportent. Bon, tout ça, si on commence à déboulonner tout ça, il y a du boulot. Hein. Donc, moi, je suis pas pour, mais je suis par contre, effectivement, pour l'explication, oui. J'ai marqué armée française. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Guy, le tableau de la Smala, c'est pas Delacroix, hein, c'est Horace Vernet. Mais Delacroix, au contraire, était plutôt un type très très respectueux de. Non, c'est Horace Vernet. Mais bon, voilà, bon. Ah si, je voulais vous dire, j'ai fait une proposition tout à l'heure à Gilbert, je vous la livre maintenant. Parmi les grandes plumes de la vie ouvrière, il y a Madeleine Riffaut. Je vous apprends rien. Madeleine a travaillé à la VO, je ne sais pas quand elle a commencé, elle a dû finir vers 56-57. Elle donnait pratiquement toutes les semaines une page à la VO. Et moi, je vous signale qu'elle aura 100 ans, enfin bon, elle a 98 ans aujourd'hui, hein. Elle aura 100 ans en 2024, donc ça serait peut-être bien de faire une publication, de reprendre les écrits de Madeleine dans la VO. Suggestion. Suggestion retenue. Voilà. Ouais, moi j'interviendrai quand tu viens de parler du déboulonnage des statuts. Donc moi je suis ancien secrétaire de l'UL de Toul, ville native de Bijard. La droite locale vient de se payer, on peut dire, une statue de Bijard en parachute triomphant. On a mis une pétition sur la ville de Toul, modeste, et ils l'ont gardée dans la caserne, pourvu que ça dure. Donc, à Toul, la statue du Bijard est faite, ils ne l'ont pas mis dans la ville où ils devaient la mettre, elle est dans la caserne, le seul régiment qui reste sur la garnison de Toul. Qu'il y reste le plus longtemps possible, il est bien. Et comme il aimait les casernes, il est bien. Par contre, par rapport à la guerre d'Algérie, on a aussi un vécu personnel. Moi, j'ai été embauché dans la sidérurgie en 63. En mars 63, 850 Algériens dans la boîte. Algériens ou nord-africains, exactement. C'est comme ça on disait. 5000 bonhommes dans la boîte. J'arrive, moi, d'un milieu chrétien, comme on était tous, quoi. Moi je voulais me syndiquer, parce que j'avais travaillé 5 ans dans une filature, il n'y avait pas de syndicat, j'en avais marre des patrons, je voulais me faire respecter, je dis je me syndique. Et je dis je me syndique à la CGT, je ne vais pas aller voir les confessionnalisés, parce que si on se syndique, c'est pour être le plus possible, et quand il y en a 850 qui n'ont pas la même religion que toi, qu'est-ce que tu fous dans un syndicat confessionnel? C'est une des réactions que j'ai eues, pourquoi je me suis syndiqué à la CGT, tout en étant... comme nous tous, quoi. Catéchisme et tout, quoi. Hein, je veux dire... Et j'ai travaillé avec un Algérien. Il faut se mettre dans la peau d'un jeune qui a 18 ans. Tout ce qu'on nous a foutu dans des caberlots sur la guerre d'Algérie, tu travailles avec un Algérien et c'est lui qui t'apprend le boulot. C'est lui qui t'apprend à couper au chalumeau. Moi, j'avais un respect pour le gars-là. Il était collecteur CGT, collecteur pour le FLN. Dans la situation où il se trouvait, il en a pété les plombs, il a fini à l'asile. Il n'a pas pu supporter la situation de fin de guerre. Et il a resté en France. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Oui, je voudrais que tu nous parles de la pacification, de l'époque de la pacification. Je crois que c'est 58, 60, voilà.
Je voudrais avoir quelques renseignements là-dessus. Enfin, si ça concernait quoi exactement, ce qu'était la pacification. Oui, à l'occasion du 60e anniversaire, on a réédité une brochure et en regardant dans nos archives, on a trouvé un document qui est le rapport qui a été fait à une réunion des cadres de l'UD du Rhône le 24 septembre 1955 et à l'instigation d'ailleurs de Marcel Dufriche, hein, puisque c'était lui qui suivait ces questions-là. Et ce rapport est passionnant, je trouve, parce qu'il reprend d'abord tout ce que tu as dit sur la colonisation, donc ça ils le reprennent en entier, et ils affirment, alors, en aparté, c'était très compliqué pour les militants. Par contre, il y avait une volonté de la direction de la CGT, parce que je ne pense pas que l'UD du Rhône elle le fasse en avant-garde éclairée à ce moment-là, une volonté de la CGT de prendre à bras-le-corps ce qu'ils appelaient la CGT, le problème algérien. Et idéologiquement, ce rapport de 24 pages permettait aux militants de comprendre la situation au Maroc, en Algérie, et je vais vous juste citer quelques titres du chapitre. L'Algérie, c'est l'Algérie. L'Algérie n'est ni plus ni moins qu'une colonie, et tout un développement pour le préciser. Le mouvement d'indépendance nationale, avec toutes les difficultés et tous les problèmes, y compris qu'il y a eu à Lyon, hein, puisque à Lyon, il y a eu quelques morts entre FLN et MENA. Et donc, il y a toutes ces problématiques-là, en sachant qu'on a un certain nombre de membres de la CE de l'UD, c'était au nombre de 6 au tout d'après ce que j'ai repris sur l'ensemble des années, étaient membres de FLN, ils se retrouvaient emprisonnés aussi. Et je pense que c'est... Enfin, il y a dans ce document-là un certain nombre de... qui explique pourquoi les militants de la CGT étaient en masse dans un certain nombre de manifestations, et pourquoi ils ont agi. Ils n'ont pas agi parce que c'était organisé, et idéologiquement, c'était important. Et la fin du rapport est sur l'action immédiate des syndicats. Qu'est-ce que les syndicats ont à faire? Et là, il y a quatre points, en gros, qui concernent d'abord les Français. L'annulation du rappel des disponibles, la libération du contingent libérable, l'arrêt de la répression et les recherches de solutions pacifiques par la négociation avec les représentants qualifiés des mouvements nationaux algériens et marocains. Et il y a ensuite un paragraphe sur, dans ce travail, dans cette action, nous nous heurtons à des difficultés réelles, de deux sortes. Les unes proviennent des travailleurs algériens eux-mêmes, mais donc là aussi il y a un développement, hein, puisque le militant CGT était un Français, donc français égal colonialiste, il fallait défendre ça. D'autres difficultés viennent des travailleurs français. Et je pense que, nous on l'a dit, on essaie de le diffuser le plus largement possible pour faire connaître, y compris l'action de la CGT. Et la conclusion, c'est reprendre les revendications pour lesquelles il y a eu un certain nombre de grèves, hein, qui étaient les parités sur les allocations familiales, les salaires, les classifications, la question du logement, puisque à Lyon, ils étaient hébergés dans des conditions lamentables dans des bidonvilles, hein, les travailleurs algériens, et la liberté de presse et d'association. Je pense que pour nous, c'est intéressant d'avoir de reprendre l'état d'esprit de l'époque avec là toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et je pense que parmi les réponses que Dufriche a reçues, celle de l'UD du Rhône, c'était des difficultés. Il y a un certain nombre de rapports, le compte rendu de comités généraux, alors c'est d'une manière assez... il semble que tous les syndicats ne prennent pas réellement en compte la question du problème de l'Algérie. Voilà. Je te remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, sans regret, je laisse le mot de la fin. D'abord, il y a une question à répondre. Je crois qu'on a une petite question sur la pacification. Et puis, quelques mots de conclusion d'Alain.
Bon, alors, sur Bijard, bon, bah, effectivement, qui reste bien au chaud dans sa caserne, mais je vous signale quand même qu'il y a eu un mouvement extrêmement important il y a 7-8 ans autour de la volonté du gouvernement, donc c'était Sarko à l'époque, de mettre Bijard aux Invalides. Et il y a eu une pétition qui a été initiée par certains contre l'idée, qui est une pétition qui a recueilli énormément de signatures. C'était vraiment très très large. Je me souviens que Madame de Bollardière avait signé, par exemple, Raymond Aubrac avait signé, bon, des dirigeants politiques de gauche, c'était plus évident, etc., etc. Et donc, finalement, Bijard a été envoyé, enfin, ses cendres ont été envoyées au mémorial d'Indochine à Fréjus. Bon, là, par contre, il n'y a rien à dire, c'est un mémorial au honneur, enfin, respect aux morts, en tout cas. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que le gouvernement, à l'époque, et entre-temps, c'était François Hollande, le gouvernement, à l'époque, a quand même éprouvé le besoin d'aller faire un hommage officiel à Bijard, et c'est Le Drian, qui était ministre des Armées à l'époque, qui a fait l'hommage. Donc, quelle est la différence entre la droite et une certaine gauche? Certains sont les invalides, les autres sont... Bon, sans commentaire. Sur la pacification, alors le mot est un mot piège, évidemment, hein, c'est tout comme le mot événement, mais il n'y a pas eu de guerre en Algérie. Je vous signale que le mot guerre n'est rentré dans le vocabulaire officiel qu'en 1999. Avant 1999, c'était des événements, c'était du maintien de l'ordre. L'Algérie, c'est la France, donc c'était 3 départements, etc., etc. Mais bon, le mot guerre a été utilisé quand même très vite par les opposants à la guerre. Moi, je l'ai retrouvé, par exemple, dans, je répète toujours, hein, l'Humanité, témoignage chrétien. C'est vraiment les deux phares des premiers jours, ce qui ne retire rien aux hésitations, hein, dont j'ai parlé aussi, hein, pouvoirs spéciaux, tout ça, ça ne retire rien aux hésitations et aux erreurs. Mais bon, en tout cas, le mot guerre apparaît dans l'Humanité en novembre 54. Le mot napalm apparaît, le mot torture apparaît, novembre 54. Et contrairement à ce qu'on a souvent dit, le mot indépendance apparaît à la une de l'Humanité en juin 55. Donc ça, c'est là-dessus. Et tous mes collègues qui continuent, excusez-moi de le dire, mais tous mes collègues qui continuent à dire que les communistes, la CGT, cette gauche-là n'a pas parlé d'indépendance, c'est faux. C'est faux, elle en a parlé, mais bon, dans mon bouquin, c'est paix en Algérie, donc c'était... Paix en Algérie, c'était le mot d'ordre. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous êtes tous militants, vous savez la différence entre essayer de convaincre quelqu'un et puis avoir un mot d'ordre. Quand on était ensemble avec Pascal dans les mouvements de jeunesse, on se battait contre certains qui disaient FLN à Saïgon, nous on disait paix au Vietnam. Qui avait raison, je ne sais pas, en tout cas, nous on vendait des croissants et ça a servi à fréter un bateau pour le Vietnam. Donc chacun son truc. Donc voilà, c'est... alors, sur ce que tu as dit sur le Rhône, moi ça m'intéresse. D'ailleurs, on parle peut-être de la même brochure parce qu'on doit avoir un ami en commun qui s'appelle Alain Bujard. Et Alain m'a remis la même brochure qui est très intéressante parce que là, le mot indépendance figure dans un document officiel de la CGT dès 55. Mais je vais vous lire, il y a quelqu'un que j'aime toujours citer ici, mais je sais que vous serez d'accord, c'est Alain Leléap, qui était vraiment un grand dirigeant de la CGT, totalement oublié, enfin en tout cas aujourd'hui de la mémoire, mais y compris syndicale, je crois, hein, hélas. Alain Leléap, d'abord, a eu un grand rôle pendant la guerre d'Indochine. Hein, faut pas oublier, il était co-secrétaire général de la CGT, il était en prison. Hein, c'était pas de la rigolade. Hein, en même temps qu'André Tollet, en même temps que Lucien Molino. Beaucoup de dirigeants de la CGT, bon, je parle des dirigeants du PC, toute la direction nationale de la JC était en prison. Hein, de Paul Laurent à Jean Messer, en passant par Guy Ducolonnet, et puis Fidère qui était dans la semi-clandestinité, et même Benoît Frachon était à un moment dans une semi-clandestinité. Donc, et le Léap donc, a eu ce rôle. Et pendant la guerre d'Algérie, donc, alors je recherche. Alors, donc il se rend fin 55, le Léap se rend en Algérie. Au retour, son organisation, donc la CGT, publie coup sur coup, sous sa signature, 2 brochures. Alors, citation, que veulent les Algériens, ni statu quo, ni réforme, l'indépendance. 55. Qu'on se le dise bien, que le conflit durera aussi longtemps que l'Algérie n'aura pas conquis son indépendance. 2e brochure, l'Algérien se bat pour l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens ont le sentiment que c'est l'indépendance, et l'indépendance seule qui leur donnera la plénitude de leurs droits. 55.
Donc franchement, il n'y a pas de... Et moi, juste une chose peut-être mon expérience d'avoir travaillé sur les oppositions à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie, finalement, au début que je travaillais là-dessus, j'en étais resté un petit peu à l'idée qui était véhiculée par une historiographie un petit peu, bon, appelons-la pour aller vite, un peu gauchiste, si vous voulez, l'historiographie de post-68 chez Maspero, ce genre de truc, qui opposait une base spontanément internationaliste et une direction qui freinait des cas de fer. Et moi, finalement, après 30 ou 40 ans de travail là-dessus, je considère que c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une politique volontariste des dirigeants politiques et syndicaux essayant à toute force d'inculquer l'internationalisme. Et j'ajoute, mais ça fera moins plaisir, que l'internationalisme est une greffe en état de perpétuel rejet. Et donc ça c'est peut-être, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut regarder en face. Et moi, je suis persuadé, effectivement, que l'idée que de partir de la paix en Algérie pour essayer ensuite de convaincre pas seulement, bien sûr, les militants les plus éprouvés, ceux qui étaient prêts à risquer leur peau, qui portaient des valises, bon, respect pour eux, hein, il n'y a rien là-dessus. Il y avait d'ailleurs beaucoup de militants de la CGT qui ont été dans les porteurs de valises, il n'y a rien à dire. Mais l'idée qu'il fallait également convaincre la dame qui faisait ses courses, c'est que si les carottes étaient plus chères, c'était à cause de la guerre d'Algérie, ou les maires communistes, par exemple, il y a une pratique qui était très fréquente à une époque où il y avait beaucoup plus de municipalités dirigées par le PC. Lorsqu'un soldat mourait en Algérie, et donc ses obsèques étaient organisées dans sa commune de naissance, les maires faisaient des discours. C'est pas des discours neutres, hein, c'était des discours en disant, bah, voyez, cette mère était pleurée, cette fiancée était pleurée, mais c'est à cause du colonialisme. Et donc voilà, c'était le travail de masse qui était moins spectaculaire et qui est à mon avis pas suffisamment salué. Voilà. Merci. Bien, merci. Écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre participation à cette conférence. On remercie particulièrement, bien entendu, Alain, qui, une fois encore, nous a régalé, quoi, voilà, dans sa façon non seulement d'écrire, mais aussi de dire l'histoire, voilà. Et puis, eh bien, on se redonne rendez-vous à une de nos prochaines conférences. Je vous rappelle, 21 juin déjà, voilà, Maryse Dumas sera à l'œuvre sur Sortir de crise 1980-1990. Bien, bon retour et merci de votre participation.